Salut les gars, salut à tous. Salut. Salut Biska, salut Walla, salut Martin, qui nous écoute depuis son bench. Salut Cosmos, salut Chrissy, salut Brouty, salut Carrère, Stop Loss, salut à tous. Salut. Salut Larsfan. Son, image, ok pour Biska. Les autres, confirmez-nous que c'est bon pour vous. Avant qu'on commence. Salut Big Mich. Salut Sev. Pour tous les nouveaux, là, ouais, je vois qu'il y a pas mal de nouveaux. Bah écoutez, bienvenue à tous. Vous allez voir qu'on va partager pas mal de choses avec vous. On va rentrer dans l'actualité. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je vais passer un peu moins de temps sur la partie analyse technique parce que franchement, j'en ai beaucoup parlé sur le dernier live de mercredi qui est toujours d'actualité, franchement. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions. On est avant tout là pour ça. Salut Joe Black. P2R. Nathanaël. Image et son, ok, nickel. Bon, j'ai l'impression que c'est good. Toi, Théo aussi, t'entends bien, il n'y a pas de problème, pas de décalage. Bon. Ok, et ben allez, on va pouvoir y aller. Faites péter la barre des likes comme d'hab. Commentez, partagez, retweetez, ça nous aide énormément et ça nous booste dans l'algo. Donc n'hésitez pas. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous sur Telegram et sur Twitter. Vous avez les deux liens dans la barre d'infos. Alors, on va commencer rapidement parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées, notamment là déjà sur Hyperliquid. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait déjà eu tout un tas de problématiques, ou en tout cas pas forcément en soi au départ des grosses problématiques. Au début, on en a beaucoup entendu parler parce qu'ils avaient quand même fait un airdrop qui était assez sensationnel par rapport avec ce qu'on avait connu historiquement parlant. En général, les airdrops qu'on a en crypto, c'est très simple. Hein, on donne très peu à la communauté et puis on vous donne un maximum de valeur aux VC, aux devs, etc. Là, ils ont fait quand même l'inverse. Je crois que c'était plus de 50% qui était pour la commu, c'est ça, hein, pour Hyperliquid, non? Alors, j'ai plus les chiffres, mais effectivement, ça avait été un des plus gros airdrops qui avait fait bien parler d'eux, comme ce qu'il faudrait faire en termes de airdrop. Tu vois, donner un maximum à la commu. Et ça a été plutôt simple, donc très, très bien reçu, quoi. Très très bien reçu, puis ça a drivé énormément leur adoption aussi, hein, parce qu'au moment où ils ont lancé leur truc, très rapidement, ils ont eu énormément de volume et tout. Et là où on en a aussi pas mal entendu parler, je vous en avais parlé sur Twitter, je vous en avais reparlé sur Telegram et sur un peu YouTube aussi, c'est des baleines qui ont mis pour la première fois l'une des plus grosses positions short de toute l'histoire de la crypto, quoi. Il y en a un, il avait mis une position, je crois, plus de 600 millions, un truc comme ça. 500 millions sur BTC, après, il avait rajouté du funding parce qu'il y en avait qui essayaient de le liquider. Ouais, qui essayaient de le liquider. Ouais, ça avait été un des plus gros shorts on-chain sur BTC. Il avait ouvert aussi sur Ether après. Mais apparemment, alors j'ai pas suivi si c'était vraiment le cas, mais c'était pas une baleine comme on aurait bien aimé le voir. Apparemment, c'est juste quelqu'un qui jouait avec des fonds hackés, en fait. C'était un peu délicat, okay. Tu vois. Genre, c'est pas, d'après ce que j'avais vu sur ZachXBT, c'était pas forcément une grosse baleine, c'était juste des fonds volés, en fait, où le mec il s'amusait à gambler avec des fonds volés. Donc voilà, bienvenue dans la crypto. Ouais, donc des fonds volés. Moi, après, j'avais cru comprendre aussi que ça faisait partie. Moi, alors, j'ai pas contrôlé l'info, mais il y en a qui disaient que c'était des mecs qui étaient un peu insiders sur le lancement des tokens Trump et Melania aussi. Alors bon, je pense qu'on entend un peu de tout et n'importe quoi, mais en tout cas, ce qui était marrant, c'est que ces mecs-là, ils ont voulu le liquider. Il y a des communautés qui se sont créées pour vouloir liquider ce mec-là, et il a quand même gagné. Voilà. Donc, il en est quand même sorti avec une plus-value en short. Voilà. Pas forcément bullish sur le moment sur BTC, quoi, parce qu'avec un mec on-chain qui est en short sur autant de trucs, et apparemment, il y aurait une team d'Avengers qui aurait essayé de le liquider, mais ils y sont pas arrivés. Donc bon. Ouais. En x50, c'est un peu. Ouais, c'était pas. Bah, ça faisait vraiment position DJ en plus, parce que son seuil de liquidation, il était vraiment hyper proche, quoi. Et il s'est pas fait liquider. Un short en x50 sur BTC, il était en short en x25 sur Ether, et après il s'est mis en long en x15 sur Melania. Donc c'était un peu difficile à suivre les infos, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, il y en a qui disaient que ça pouvait être du coup un insider pour le coup, parce que ça s'est énormément vu, quoi. Là, ces derniers mois, même ces dernières années, en fait, le nombre de délits d'initiés qu'on a eu en crypto, enfin, c'est pas la première fois, mais du coup, il y en avait plein qui commençaient à se poser des questions en se disant, tiens, ce mec-là, il short, a priori, c'est quelque chose, il va y avoir une news mauvaise et tout, n'importe quoi.
Au final, voilà, il n'a même pas réussi à se faire liquider. C'est pour dire qu'en fait, il y a tellement peu d'acheteurs en ce moment et que la plupart des gens se désintéressent totalement de la crypto. Je pense que vous l'avez vu, hein, sur le nombre de vues sur YouTube, le nombre de sujets à traiter globalement, les volumes et tout. Il y a tout qui se casse la gueule en ce moment. On est clairement on est retourné dans une période pas forcément bear market en soi, parce que bear market c'est encore pire, mais de désintérêt. En tout cas aujourd'hui, on est clairement dans une période de désintérêt. Pour en revenir sur le sujet, tu voulais rebondir peut-être? Bah oui, tu regardes les vues sur YouTube, que ce soit les gros comptes ou même les nôtres, voilà, c'est à peu près proportionnel. Même par rapport à quelques mois, même en janvier, les gens sont plus là. Tu regardes Telegram, le bot sur l'application Coinbase, on est en 320, 350. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas autant dans l'App Store aussi bas. Donc très clairement, il n'y a plus beaucoup de monde en ce moment sur les cryptos. Et si vous êtes là, déjà, vous faites partie d'une minorité parce que je peux vous garantir que pour suivre un peu l'écosystème et les différentes métriques, il y a vraiment quasiment plus personne, quoi. Donc bon, on va voir quand ça revient, parce que les gens reviendront, mais pour l'instant, on est entre nous. Et du coup, oui, on va rentrer là déjà sur le sujet d'Hyperliquid. Je pense que tu avais 2-3 petits trucs à présenter, Théo, Yes. parce qu'il Je y a partage eu... le nouveau feuilleton, parce que du coup, ça c'était ceux du short, ça doit faire 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Et le dernier feuilleton, c'était mercredi, parce que j'ai passé l'après-midi sur mon bureau à suivre Twitter. C'était quand même pas mal, assez intéressant à suivre en direct, cette histoire. Alors, onglet Chrome partagé. C'est là que tu te rends compte que la crypto, c'est que un monde de pourris. Enfin, bah oui, on en parlait un peu en off et on se disait putain, mais c'est pas possible. C'est genre entre l'idée de base qui était de se dire vas-y, on va développer une monnaie décentralisée, résistante à la censure et tout, tu vois, qui était la vision de Satoshi, et ce qu'on a aujourd'hui. Alors, le Bitcoin en tant que tel, pour le coup, a pas vraiment changé en soi. Il y a eu quelques améliorations, mais il n'y a pas eu de gros changements. Mais sinon, tu te rends compte vraiment, et ça, on s'en rend compte depuis des années, on vous l'explique en long, large, en travers sur cette chaîne YouTube, mais il se passe pas genre une semaine sans qu'il y ait une dinguerie en crypto et des scams de partout, quoi. Genre soit des délits d'initiés, soit des rug pulls, soit des mecs, en fait, qui viennent te dire, mais vous inquiétez pas, on est là pour vous. Sauf qu'en fait, les mecs, ils en profitent pour te poignarder dans le dos au moment dès qu'ils en ont l'occasion, quoi. Et ça, suffit que tu sois dans des périodes où, en fait, le marché fait pas grand chose. Ouais, sur le moral, tu te poses la question, quoi. Tu te dis putain, mais en fait, ils sont où les acteurs sérieux qui ont une vraie vision, tu vois? Évidemment, il y en a, mais putain, des fois, faut les chercher, les mecs, hein. Ouais, bah, c'est pas eux qui communiquent le plus, hein. Tu me diras quand est-ce qu'on Je voit mon. t'ai partagé l'écran, normalement, c'est bon. Ok. Donc pour faire un résumé, j'ai trouvé ce tweet, je pense qu'il a pas mal tourné au final. D'après ce que j'ai compris, ce que j'ai pu suivre, parce que pour le coup, moi j'ai pas Hyperliquid, je participe pas au protocole, j'ai pas lu le airdrop et j'ai pas forcément cherché à m'intéresser plus que ça au protocole, mais d'après ce que j'ai compris. Et vous me direz pour ceux qui ont suivi, parce que je suis sûr que parmi d'entre vous, il y en a qui ont suivi un peu l'histoire. Au final, il y a quelqu'un qui a shorté au final Jelly, donc c'est un vieux shitcoin, on est d'accord, hein, je ne sais même pas si c'est un même coin ou un vieux shitcoin, mais en tout cas très illiquide, qui était aussi ouvert en trading donc sur les futurs d'Hyperliquid. Donc Hyperliquid, pour rappel, la proposition de valeur jusqu'à présent, c'était un peu tout ce qui va être futur, perps, de manière décentralisée, non, un DEX qui permettait qui permet toujours d'ailleurs de trader des futurs et des contrats à terme, même s'ils sont en train d'ouvrir des paires en spot aussi. Je pense qu'il y a Ether qui a été ajouté il y a très peu de temps. Donc, ils sont en train d'ouvrir des paires en spot, mais jusqu'à présent, c'était un peu le DEX pour aller trader des futurs. Et c'est vrai que jusqu'à présent, quand tu penses DEX, tu penses OneInch, tu penses Uniswap, et il n'y a pas forcément, c'est plus du spot. Tu as des ordres d'achat limite pour du spot aussi, mais tu n'avais pas forcément d'options futures. Il y avait un peu des YDX, mais bon, c'est qui est un peu tombé en second plan, ce cycle-là. Donc, c'était ce qui, jusqu'à présent, la proposition de valeur d'Hyperliquid, non? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un utilisateur qui a ouvert un short sur Jelly, donc un vieux shitcoin, très peu liquide, avec donc très peu de liquidité. Et apparemment, il aurait aussi, pour provoquer ce phénomène-là, ouvert une position longue sur un sexe pour faire pumper le prix et se faire liquider. Donc lui, l'utilisateur, se faire liquider de Jelly. Et c'est là où j'ai pas le détail technique sur comment fonctionne Hyperliquid, mais du coup, ils ont été
obligé au final de liquider la position et de se retrouver avec le short. Mais du coup, comme il n'y avait pas de stop loss ni quoi que ce soit, au final, comme les gens, il y avait un short squeeze sur Jelly, le prix n'arrêtait pas d'augmenter en fait, et donc ils se retrouvaient avec une position initiale, un short liquidé à 4 millions, mais c'est monté, il me semble, jusqu'à 10 millions en fait de pertes pour le protocole. Et donc là, ça commençait à s'emballer un petit peu, parce que du coup, comme il y avait ce short avec aucun moyen de l'arrêter sur un shitcoin très peu liquide, donc pour le racheter en plus au marché, ça aurait fait encore plus pump le truc. Donc là, hyper liquide, ils étaient un peu dans la sauce, comme on dit, non? Surtout qu'en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont sauté sur l'occasion, les vautours, on les connaît, hein. Donc Binance et OKX, donc deux sexes, et au final, on sait, clairement, du coup, on voit très bien qu'ils ont peur ou qu'ils voient Hyperliquid comme un concurrent direct, hein, et c'est ce qu'ils avaient fait avec FTX aussi pour le petit rappel historique. Binance, c'est eux qui avaient un petit peu trigger la liquidation de FTX et tout ce qui s'est passé parce qu'ils avaient vendu leur token FTT à l'époque en disant on contrôle du risque, vous inquiétez pas, mais ils avaient quand même vendu ces tokens FTT, ce qui avait entraîné toute la cascade de vente, et au final FTX qui était backé principalement par FTT, ils se sont retrouvés, tout le monde connaît l'histoire, et là en fait comme ils ont vu qu'Hyperliquid était dans le caca avec leur short quiz sur Jelly, ben, au lieu d'aider comme Bybit, en fait ils ont dit nous on va lister Jelly en fait, alors qu'ils n'ont pas listé Hyperliquid depuis la sortie qui est quand même sur des fondamentaux beaucoup plus solides. Ils ont listé un vieux shitcoin directement, juste pour faire encore plus de short squeeze, pour aller liquider pas seulement les utilisateurs d'Hyperliquid sur Jelly, mais d'après ce que j'ai compris, Hyperliquid, ils ont le Hypervolt, donc c'est un Vault qui va sécuriser en fait tout le protocole avec une socialisation des pertes si besoin. Donc là, concrètement, il y avait potentiellement en risque tout le protocole Hyperliquid avec les milliards qui ont le jeu dessus. Donc voilà, ça c'est les actions. Et on va aller voir après, hein, ça c'est juste le résumé, mais du coup, il y a... Bon, crime, c'est pas vraiment un crime parce que du coup, il a utilisé les règles du protocole en ouvrant son short et en se faisant liquider. Donc ça, c'est bon. C'était peut-être malveillant, mais c'est pas vraiment un crime. Ensuite, les exchanges qui s'attaquent directement à la concurrence en listant en fait Jelly pour aller faire un short squeeze, très clairement, là, c'est malveillant. Je sais pas si c'est un crime, mais en tout cas, c'est très malveillant et très anti-concurrence. Et ensuite, la finalisation de tout ça. Donc là, ça commençait vraiment à sentir mauvais pour Hyperliquid, mais au final, ils s'en sont sortis très bien parce que, alors là, c'est pas Jeff le fondateur, c'est un consensus des validateurs, mais comme il y en a très peu, au final, ça a été très rapide pour arriver à un consensus. En fait, ils ont dit, tu sais quoi, on annule la paire de trading. Donc, du coup, on ferme la position. Et en plus, on va revenir au niveau des oracles à un prix qui est plus favorable. Donc, très clairement, ils ont dit, OK, on ferme la position. Et au lieu de la fermer au prix actuel, donc qui aurait causé plus de 10 millions de pertes, on va la fermer à un prix antérieur, mais même pas le dernier prix des oracles. On va choisir un prix arbitrairement qui nous est favorable. Tout le monde est d'accord. OK, oui, OK, on vote, pam. Et du coup, ils s'en sont sortis, ils ont fermé la paire et ils sont sortis avec 704 plus-value. Mais dans tous les cas, voilà, il y a eu 3 actions un peu malveillantes. Et pour le coup, maintenant, on m'entend toujours ou pas? Parce que sinon, je pars dans le vide après, c'est chiant. Non, si, c'est bon. C'est bon. Okay. Et du coup, maintenant, bon, très clairement, on a vu Binance et OKX qui étaient malveillants par rapport au projet et qu'ils en avaient un peu peur du coup, parce que s'ils ne le considéraient pas comme un concurrent réel, ils n'auraient peut-être pas fait ça, parce que très clairement en termes de réputation, c'est pas top. Donc Binance, on parle de réputation, et Hyperliquid du coup, qui est un peu dans la sauce, parce que s'ils n'avaient pas fait ça, potentiellement ils perdaient leur protocole, donc ça se comprend. Mais de notre côté, ils se présentaient comme un DEX, donc de manière décentralisée, non? On n'est pas centralisé, on ne peut pas prendre de décision, ce qui n'est pas exactement le cas. On a vu que s'il y avait un vote des validateurs, alors ce n'est pas Jeff, le fondateur du projet, qui peut décider tout seul, mais comme il y a un quorum de validateurs qui est assez faible, au final, ils peuvent quand même décider des choses comme ça de manière un peu arbitraire. Et surtout, comme l'a fait remarquer habilement Zach XBT, c'est un protocole qui n'a rien fait sous couvert de décentralisation, donc ça pouvait s'entendre aussi. Quand il y a eu le hack de Bybit, où il y a eu pas mal de liquide, enfin de blanchiment de fonds qui s'est passé sur la plateforme, non? Donc ils ont bénéficié des frais, et sur les hacks, sur certaines choses, ils n'ont pas agi. Ils ont dit non, on peut rien faire, nous on est décentralisé, c'est pas nous qui avons la mano. Mais quand c'est 10 millions de pertes qui potentiellement va les impacter eux directement, là ils se mettent d'accord pour faire quelque chose. Donc
faut choisir en fait. Soit on est décentralisé et on fait rien, même quand ça nous impacte. Bon, c'est comme ça. Soit on est centralisé, mais du coup, c'est qu'on trace la ligne en fait. Soit on agit aussi potentiellement quand il y a des hacks qui impactent d'autres protocoles, d'autres utilisateurs, d'autres entités de l'écosystème. Voilà. Donc, soit on est décentralisé et on fait rien, mais on fait rien même quand ça nous arrange pas. Soit on est centralisé et il faut, du coup, on doit prendre nos responsabilités par rapport à ça. Ensuite, et ça du coup, ça permet de mettre un coup de pied dans la fourmilière sur pas mal de trucs. On sait que les 2 adresses qui ont participé au short, elles ont été fondées, elles ont été approvisionnées par Binance sur Arbitrum. Donc en fait, on ne sait pas si c'est Binance directement, mais en tous les cas, les fonds qui ont permis de shorter toute cette situation sur Hyperliquid, ils proviennent de Binance, hein, ça a été acté. Ensuite, on sait aussi que le market maker pour Jelly, comme par hasard, c'est Wintermute, hein, donc c'est un des plus gros market makers et Binance travaille beaucoup avec Wintermute aussi, donc c'est quand même aussi un peu suspect toutes ces histoires. Et ensuite, et ça, vous avez plus de détails ici sur la partie technique, non ? Pourquoi ils ont fait ça Hyperliquid ? Et après, petite réflexion aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui avait mis qu'il avait sorti d'Hyperliquid. Et c'est vrai, du coup, les utilisateurs, il y en a qui sont pas forcément hyper satisfaits de comment ça s'est passé, parce que pour le coup, ceux qui étaient sur Jelly et qui participaient pas au short, ils vont se faire rembourser. Mais il y a des utilisateurs type lui, alors, je connais pas, mais en cherchant, j'ai trouvé ce post. Et il n'est pas content de comment ça a été géré la situation, parce qu'au final, lui, il avait un Volt, donc apparemment avec cette figure dedans, et lui en fait il a pris les 2 coups, non ? Il a pris la dernière fois où il y avait le short sur Ether, non ? Où il y a eu des pertes pour le coup qui ont été faites. Lui, comme il était dans le Volt, il était bloqué sur le protocole, il a socialisé les pertes en fait sur le dernier épisode de la saga. Et ce coup-ci en fait, quand il y a du putain, ça ressent le caca en fait sur Hyperliquid. Cette fois-ci, je vais pas prendre de pertes, je sais pas ce qui peut se passer. En plus, potentiellement, il y avait vraiment un moment où en fait on pensait qu'Hyperliquid pouvait vraiment, avec une spirale de liquidité, se casser la gueule concrètement. Hein. C'était vraiment ça qui était en jeu. Il a dit, du coup, je vais sortir mes fonds, je vais withdraw ma liquidité du coffre et du coup, prendre une grosse perte, non, sur les fonds, parce qu'au moment où il a sorti, en fait, les prix lui étaient défavorables. Mais comme après, ils ont modifié le prix des oracles pour s'en sortir de cette situation, au final, les utilisateurs qui sont restés dans le Volt, comme ce qu'il avait fait la première fois, eux vont être remboursés, sauf que lui, comme il est sorti du Volt à un moment où les oracles étaient défavorables, en fait, lui, il s'est fait avoir 2 fois. Non, la première fois, il est resté stacké, ils n'ont pas remboursé, donc du coup, il a pris la perte. Et la deuxième fois, il a dit, putain, ça pue la merde, je sors. Et du coup, il a pris la perte en sortant et Hyperliquid a remboursé ceux qui étaient restés. Donc en fait, il dit comment ça se passe, quoi. Soit il n'y a pas de bailout, donc soit on rembourse personne et on assume les risques d'utiliser le protocole, soit on fait un bailout pour tout le monde au moment où on récupère le prix des oracles, en fait. Même si après, il y avait des critiques, parce qu'au final, il a fait le choix de retirer ses fonds, donc potentiellement, dommageable à l'écosystème. Mais dans tous les cas, voilà, il y a eu pas mal de questions sur centraliser, décentraliser dans l'écosystème crypto. Qu'est-ce que ça veut dire à partir de tout ce feuilleton, quoi. Je vais arrêter de partager, on va pouvoir en discuter comme ça. Et c'est là vraiment que tu te rends compte, c'est quand même la dinguerie, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, la crypto, tu vois, on te met souvent en avant le côté décentralisation, machin et tout. La réalité, c'est que tu as très, très, très peu de protocoles qui sont vraiment décentralisés. C'est qu'une question de spectre et qu'il n'y a que, tu vois, des exemples comme ça d'Hyperliquid. Tout le monde en parle de manière positive, globalement. Hein. Tout le monde était là, oh, Hyperliquid, c'est super, c'est génial. Parce ils ont donné plein d'argent à tout le monde, donc forcément, tu vois. Mais oui, mais en final, ça reste une saloperie comme les autres. Quand tu vois comment c'est géré le truc, tu vois, c'est que des trucs comme ça. La dernière fois, j'en ai parlé sur mon dernier live. Attends, c'était quoi ? Je crois que c'était le token Crow. Le token Crow, c'est mec, genre 2021, il burn 70% de la supply. On burn. Tu vois. Allez, les gars, vous inquiétez pas, on prend la supply, on la burn. On n'y a plus accès. Là, ils font un vote avec que les validateurs 70% de la total supply. Ouais.
Et les mecs, attends, et là ils te disent, on va faire un vote quand même et tout pour voir si vous êtes d'accord. Évidemment, la commu n'est pas d'accord, mais vu qu'ils ont les validateurs, ils ont toute la force de proposition et tout, et ben, ils ont fait passer le bordel. Si Et vous êtes d'accord. ils ont unburn le truc. Genre, c'était censé être burn. Je veux dire, un truc, un protocole, quand vous avez burné vos bitcoins, vos ethers ou n'importe quoi, c'est burn. Vous pourrez jamais les récupérer. C'est dead. C'est emmuré jusqu'au trognon. Le truc, là, non. C'est en mode, ça a été burn en 2021. Mais là, on en a un peu besoin, les gars. On va unburn. Et c'est là qu'en fait, tu te rends compte que c'est que du mensonge sur mensonge sur mensonge sur mensonge. Et je comprends vraiment la mentalité des Bitcoin Maxi, même si je la partage pas à 100% quand même, parce qu'il y a quand même des projets qui sont intéressants. Mais quand il y en a certains qui viennent dire ouais, il y a 97% des projets qui sont de la merde, je suis d'accord, mais je pense qu'on est loin du compte. Je pense qu'on est plus proche vraiment de 99,9% des projets. C'est vraiment que de la merde. C'est vraiment que de la saloperie. C'est soit pas décentralisé du tout, c'est soit pas résistant à la censure, soit quand ça va de leur côté, il n'y a pas de problème, on laisse le protocole fonctionner parce qu'on va liquider tout le monde et sous, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que ça se retourne contre eux, hop, on va black les vannes. On avait vu la même chose aussi, même si c'était pas des projets crypto et tout. Tu te souviens avec l'affaire Robinhood, là, quand ils avaient arrêté les paires de liquidités sur GameStop, quand il y avait eu un short squeeze à un moment donné, il y a quelques années en arrière avec les retail. Les retail, Oui, ils avaient fait en sorte de créer un short squeeze pour des instits qui étaient short. GME, justement, qu'on va en parler après. On en parlera tout à l'heure. Bah, dès que la position s'est retournée contre eux, allez, on arrête les paires de trading. Vous pouvez qu'acheter, mais vous pouvez plus vendre. Genre, non, ça c'est l'inverse, je crois. Qui pouvait vendre. Oui, c'est ça. Mais après, surtout pour revenir sur la partie décentralisée, ça montre aussi les limites de tout ce qui est DAO et des choses comme ça, parce qu'on dit, OK, c'est décentralisé, il y a une DAO, c'est les utilisateurs qui décident. Très souvent, les utilisateurs, ils décident mes couilles, en fait, hein, parce que comme c'est les VC et ou les fondateurs du projet qui ont la majorité des tokens, soit si le vote de la DAO se passe dans leur sens, tout se passe bien, mais au dernier moment, ils peuvent dire, juste avant de fermer le vote, tu sais quoi, allez hop, j'exerce mon pouvoir de veto, mon pouvoir de vote, j'utilise la majorité pour passer le truc dans mon sens. Et c'était quoi? C'était Arbitrum ou c'était quel projet qui avait décidé par DAO? Arbitrum. Arbitrum, non? C'était mes mecs, mais ouais, c'était Arbitrum. Oui, est-ce que vous donnez des millions à la team et aux founders? Non. Si, vous êtes sûr? Bon, bah si, quand même. Le protocole a voté oui parce qu'on a plus de 51% du pouvoir de vote entre ces mêmes VC, la même équipe. Donc, du coup, gros fuck, allez, on a voté. Donc, ça montre aussi les limites de la décentralisation. Non, parce que si tu as une DAO, mais que c'est centralisé au niveau de la détention des tokens, du coup, c'est pas vraiment une DAO parce que c'est ceux qui ont. Tu vas voter principalement dans l'intérêt de ceux qui ont le plus de tokens. Donc, voilà. À moins que ça soit hyper décentralisé, mais très souvent, c'est pas le cas. Et ensuite, au niveau des projets, on va le voir après avec Solana aussi, hein, quand tu es centralisé au niveau des validateurs et que les validateurs sont proches des porteurs du projet ou de l'équipe, au final, t'es pas vraiment décentralisé non plus parce que l'équipe du projet, même si unilatéralement ils peuvent pas le faire, mais bon, ils ont un contact très proche avec les quelques validateurs qu'ils ont. Ils disent, on fait ça, vous êtes d'accord? Oui, allez. On fait ça. On change le prix de l'oracle et comme ça, au lieu de se prendre 10 millions de pertes, on change le prix sur Google Sheet, clac, hop, c'est bon. On n'est plus en perte, on a annulé l'ordre, on annule le risque et en plus, on s'en sort même avec un petit gain et du coup, vous allez vous faire, voilà. Ouais, et c'est vraiment, et quand tu te rends compte qu'en fait, la majorité des gens qui perdent des thunes, en fait, encore une fois, c'est les petits porteurs. Hein. Quand on a parlé du gros qui avait shorté en x50 sur Bitcoin et x25 sur l'Ether et tout, ces gens-là, en fait, font le marché. Les grosses baleines et tout font clairement le marché. Le petit retail qui se dit je vais aller sur Hyperliquid pour aller trader des contrats à terme, des produits dérivés et des machins, mais qui se fait éclater au sol. Il se fait pourrir. Il gagnera pas de l'argent. Et en plus, tout est manipulé, tout est fait pour lui faire perdre de l'argent. C'est-à-dire que même, déjà, dans le potentiel cas où tu serais sur un trade gagnant, ils peuvent manipuler le truc pour quand même te faire perdre. C'est-à-dire que si tu perds et que la majorité des gens perdent des thunes, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que ça se retourne au minima contre eux, ils changent le truc et ils gagnent. Donc en fait, c'est pile je gagne, face tu perds. Hein. Ça a toujours été comme ça. On vous en avait parlé aussi avec le hack de Bybit. Hein.
Pour ceux qui n'ont pas vu ce live qu'on a fait avec Théo sur le hack de Bybit, vous le retrouverez dans la playlist live et le replay, je crois qu'il s'appelle le plus gros hack de toute l'histoire de la crypto. On vous avait fait une sorte de mini-enquête aussi sur la partie Bybit là, et c'était n'importe quoi. Les mecs, ils connaissaient, genre, ils perdent 1,5 milliard de dollars équivalent en Ether avec le hack. Ils empruntent de l'argent à Binance, un peu de partout et tout. Quelques jours après, il y a des liquidations pile au niveau des seuils, des stop-loss qu'ils ont sur leur plateforme d'échange parce que c'est des market makers. Donc, les mecs, ils peuvent utiliser les fonds des utilisateurs pour manipuler le cours sur leur propre plateforme et sur le marché pour aller liquider leurs propres utilisateurs pour acheter les tokens qu'ils ont perdus pendant le hack, quoi. Et des trucs comme ça, t'en as de partout. Et j'ai l'impression que depuis le début de ce cycle, en fait, c'est que de ça. C'est que de la cannibalisation, quoi. Si tu prends les mêmes coins, on en parlera un peu tout à l'heure aussi avec le fonctionnement de Radium, Pump Fun et tout, ça a été du net négatif pour la crypto. Voilà. Et on pourra vous donner des chiffres, hein. Ça a été du net négatif. Ceux qui ont lancé la plateforme Pump Fun, il n'y a pas de souci, ils ont gagné des thunes. Mais ils ont extrait un maximum de valorisation, principalement des retails et des petits porteurs, parce qu'il y a très très peu de gagnants sur la partie Memecoin. La grosse majorité, et même des fois des gros porteurs, perdent des thunes, quoi. Et ça a été du net négatif parce que l'argent a été récupéré, a été vendu contre du dollar, de l'euro. Ça a été récupéré en sol, après ça a été vendu contre du dollar et de l'euro, et c'est bon, c'est parti, quoi. Comme le mec qui s'est barré avec 100 millions de dollars là, du token Libra. Non, c'est quoi? C'était Libra. Là. Le Libra, là, il est parti avec 100 millions. Là. Bref. Quand tu vois ça, tu te poses vraiment des questions et tu te dis, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est mis en avant, tu vois, on te disait, tiens, il y a un côté positif avec Hyperliquid parce qu'ils ont fondé une communauté, parce qu'ils ont donné pas mal d'argent avec l'airdrop et tout. Mais tu te rends compte que derrière le protocole, il n'est pas décentralisé, que quand ça se retourne contre eux, ils changent le prix des oracles et hop, ils annulent tout ce qui va contre eux, en fait. Et pour moi, c'est contre tout ce qui est lié, en fait, au marché libre. La crypto, c'est le marché libre. Et là, tu te rends compte que c'est pas du tout le marché libre, en fait. C'est que du foutage de gueule. Malheureusement. Après, ils ont le mérite quand même. Bon, moi, je suis pas dans le projet. J'ai pas, comme je l'ai dit au début, mais au moins, c'est on-chain. Donc, tu vois, on a des bonnes sagas parce qu'au moins, ce qui se passe, c'est on-chain. Donc, au final, entre la peste et le choléra, parce que sur les exchanges, c'est encore pire. Comme les mecs, c'est la black box, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Je suis sûr qu'il y a des trucs encore pires. Bon, après, Hyperliquid, bon, c'est un protocole encore jeune. Je pense qu'ils ont clairement des points de réflexion à amener, mais au moins, ça a le mérite d'être on-chain. Donc, en fait, on peut voir ce qui se passe en temps direct. Et ça, au moins, c'est pas mal. Ce qui n'est pas le cas sur les DEX ou sur les SEX plutôt, où très clairement, on sait pas ce qui se passe. Mais bon, c'est pas non plus, il y a rien qui est parfait, quoi. C'est pas parce que le protocole il est tout shiny qu'il y a pas forcément des risques ou des choses comme ça. Donc là, au moins, ça aurait le mérite de mettre un coup de pied dans la fourmilière, que ça soit du côté SEX que du côté DEX, tu vois. Qu'est-ce qu'on appelle décentralisé. Bon, peut-être des points à revoir, quoi. Mais pourquoi on lève aussi toutes ces informations-là? C'est pour vous montrer qu'en fait, si vous faites partie des retail moyens, et nous on se met dedans, hein, pareil, hein, quand vous allez aller sur ce genre de plateforme ou quand vous allez aller sur on va dire des protocoles plus spéculatifs quand même que la moyenne, et Hyperliquid c'est ça, hein, vous allez trader en fait déjà du trading à effet de levier sur des contrats à terme, produits dérivés et des machins, les jeux sont contre vous. C'est comme la partie Memecoin, les jeux sont contre vous. Vous investissez sur le court terme, les jeux sont contre vous, etc., etc. Et de se rendre compte, en fait, globalement, comment ça fonctionne, et que très souvent, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que s'il y en a certains qui gagnent, bah, d'autres en perdent beaucoup, et que pour le coup, il n'y a pas vraiment de création de richesse, ça doit vous amener à vous poser des questions, et de vous dire, bah, vous, en tant que retail, en fait, comment vous faites pour avancer, pour vous protéger, etc., etc. Et je pense que éviter, en fait, ce genre de plateforme-là, c'est évident. Évidemment que là, c'est pas du tout fait pour les particuliers, c'est pas du tout fait pour les petits porteurs, c'est pas du tout fait pour ceux qui n'ont pas vraiment de l'expérience sur ce domaine-là, quoi, clairement. Bah, clairement le plus safe, hein, et c'est pour ça qu'on se tue à le répéter à la tâche. mais le plus simple, c'est d'acheter, et même sur un sexe, hein, bon, il faut bien y passer pour faire du on-ramp, hein, très souvent. Bon, il y a d'autres choses, on a vu ZK2P, choses comme ça, en peer-to-peer, avec du cash et tout, mais tu peux passer 1000 balles au plus. Donc voilà aussi, mais dans tous les cas, tu balances tes euros sur un sexe,
tu achètes tes cryptos, tu sors tes cryptos, tu les mets sur un wallet qui est à toi. Putain, c'est pas compliqué. Tu prends ton hardware wallet, tu prends ta ledger, tu laisses tes cryptos là. Tu vas pas forcément chercher non plus à aller chercher du rendement, le dernier protocole qui vient de sortir avec un taux boosté à 15-20% pour aller chercher encore plus de trucs, qui vient de sortir il y a 2 semaines, qui est tout nouveau, tout beau, sans aucun backtest ni rien. Bon, alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, sur la plupart des altcoins, t'as pas des bons résultats, mais normalement, rien qu'avec les performances des cryptos, jusqu'à présent, parce que d'ailleurs, c'est tout en train de changer, le fait de holder sur son wallet, non, c'était la meilleure moyen pour gagner de l'argent. Il va falloir très certainement revoir sa copie pour le prochain cycle, même si c'est pas encore fini. Mais dans tous les cas, si tu veux prendre le moins de risques possible au niveau de tes avoirs, si tu achètes sur un SEX, tu les retires sur un portefeuille et t'attends. Voilà, tu fais rien, tu vas pas chercher à utiliser tous les protocoles, pourquoi pas un petit peu, mais dans tous les cas, c'est pas sur la majeure partie du bas, quoi. Sinon, tu prends le risque qu'il se passe quoi que ce soit. Ouais, et puis vraiment être capable de se faire sa propre idée, être capable de se faire sa propre vision du marché, etc. On revient tout le temps dessus, mais c'est ultra important, et surtout dans des périodes comme ça où en fait on entend un peu moins de bruit quand même, parce que la plupart des gens se sont fait rincer, mais dès que tu as quelqu'un qui peut avoir un peu de notoriété, j'en ai parlé un peu hier, enfin mercredi sur mon live, dès que tu as quelqu'un qui va commencer à donner son avis en disant tiens je suis plutôt bearish ou je suis plutôt bullish, en général ça va jaser, ça va dire tu vas avoir ceux qui vont être contre ta position, tu dis que tu es plutôt bear, tu as tous les bulls qui vont te dire ah machin tu te trompes, et puis il suffit que ça augmente un peu quand tu présentes ta thèse d'investissement, on va venir te sermonner, et puis inversement. Et dans tous les cas, on est en train d'investir et on est amené à gérer notre propre argent. Donc, il y a une vraie responsabilité personnelle là-dedans. Ça, pareil, j'ai fait tout un laïus sur la responsabilité personnelle liée à l'investissement. Si vous perdez des thunes, c'est votre faute. C'est de la faute de personne d'autre. Personne vous a mis un flingue sur la tempe pour vous dire allez, achète ce machin. Ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner tout ce qui est dit et tout ce qui est fait. Et on fait partie des premiers. Et tout le temps, on est un peu là-dedans en vous montrant les risques, les problématiques. Et on est contre aussi tous les gens qui vont vous raconter n'importe quoi. Mais en même temps, maintenant qu'on sait et que vous le savez aussi que c'est des choses qui existent, qu'est-ce que vous allez faire? Si quelqu'un vous dit tiens, ce shitcoin, il est intéressant, tu dois l'acheter, tu l'achètes, et que cette personne-là lance un pump and dump, je ne suis pas en train de défendre cet abruti, d'accord? Évidemment que c'est de la merde. Mais derrière, quand on sait que ça existe et que tu as décidé volontairement d'acheter cette saloperie, si derrière ça se casse la gueule, c'est pour ta poire. C'est personne d'autre qui va gérer ce risque-là pour toi et tout. Mais ça, c'est la folie en crypto, en France et tout. Je ne vais pas refaire le laïus, mais la haine qu'il y a eu ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que certains influenceurs pouvaient présenter leur thèse d'investissement à tort ou à raison. Mais je veux dire, si tu as une thèse et que toi, vraiment profondément au fond de toi, tu es convaincu qu'il y ait un scénario qui risque d'arriver, parce que vraiment, tu en es convaincu, tu présentes des datas, des données, etc. Si derrière, le marché se retourne ou ne va pas dans la direction que tu as présentée, est-ce que tu es responsable de ça? Non, tu présentes quelque chose, tu présentes une thèse d'investissement, avec à chaque fois ses avantages, ses inconvénients. Les gens qui décident d'investir uniquement sur ta thèse sans se faire leur propre idée, sans gérer leurs risques, et qui derrière perdent de l'argent parce que ça reste une probabilité et une possibilité, c'est pas de ta faute. Si demain j'explique aux gens comment faire un squat, et que je me mets devant le squat et que je montre comment faut faire, et t'as un abruti qui prend le truc, qui fait n'importe quoi, qui se casse la gueule et qui se pète une jambe devant le squat, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui l'ai mis dans le truc en lui faisant faire n'importe quoi sous le squat. Et c'est ça le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont pas cette responsabilité. Pour eux, il va falloir toujours chercher, tiens, c'est ta faute, c'est machin. Et je suis d'accord qu'il y a des malversations, de la manipulation, des gens qui vont mentir à tort et à travers. Mais on le sait. Voilà, on le sait. Donc c'est pour ça que notre vision qu'on a, et on va la répéter, on va continuer de le marteler, c'est que vous ne devez faire confiance à personne. Et même pas à nous. Voilà, même pas à nous, à personne. À partir de ce postulat-là, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous en sortir. Vous faites confiance à personne. Vous faites votre propre idée. Par contre, il faut avoir les connaissances nécessaires. Il faut savoir comment faire, il faut savoir utiliser correctement les outils, il faut savoir les adapter à sa situation personnelle et se créer une approche sur mesure en fonction du marché et en fonction de ses compétences, de son expertise, en fonction du temps aussi qu'on va être capable de mettre dans la crypto. Si on veut faire du DCA sur du Bitcoin, je sais pas, sur 20 ans, a priori, on n'a pas besoin de passer
des milliers d'heures à se poser des questions sur la crypto. Si par contre, on veut profiter des cycles, on veut investir sur des altcoins, des moments plus ou moins spéculatifs, il faut passer du temps. On peut pas faire un simple truc, DCA, j'investis sur 10 shitcoins et puis j'attends 10 ans, j'aurai gagné de la thune. A priori, non. A priori, ça marche pas comme ça. Donc, vraiment, pour tous ceux qui s'intéressent à la partie vraiment autonomie, indépendance, prise de décision, créer une stratégie sur mesure et tout, vraiment regardez et jetez un coup d'œil sur la partie crypto-investisseur. Vous avez le lien sur dans la barre d'infos. Je pense que ça vous aidera énormément. Et ceux qui veulent suivre ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T et vous faire accompagner pendant tout le cycle, il y a le programme d'accompagnement aussi dans la barre d'infos.